Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Alors La pensée et les hommes, vous connaissez nos émissions télévisées, vous connaissez sans doute aussi nos émissions radio qui passent sur la première chaîne de la RTBF le samedi. Peut-être connaissez-vous aussi notre revue. Et le dernier numéro qui vient de paraître de notre revue, nous en sommes très fiers. Il a beaucoup de succès et nous voudrions consacrer quelques minutes ce soir à vous le présenter. Je vous retrouve après notre générique. Alors, ce numéro de la revue La pensée et les hommes qui nous rend très heureux a pour titre Franc-maçonnerie et Beaux-Arts. Il a été organisé par Christophe Loire. Vous êtes chercheur qualifié au FNRS et vous enseignez à l'Université de Bruxelles. Et vous nous avez proposé, il y a quelques mois, de réfléchir sur les liens que peut entretenir la franc-maçonnerie avec les Beaux-Arts. Et ça a donné lieu à un magnifique volume de plusieurs centaines de pages abondamment et très richement illustrées. Y a-t-il, je dirais par nature, un lien entre une société de caractère philosophique, la franc-maçonnerie, et l'expression artistique? Ce qui est en tout cas frappant, c'est de voir que la franc-maçonnerie moderne se développe au moment où justement l'artiste au sens moderne du terme apparaît, et même la notion de beaux-arts. Expliquez-nous un petit peu, quand vous dites la notion d'artiste au sens moderne, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire une personne qui travaille dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de la gravure ou de l'architecture, et qui travaille de manière indépendante des corporations. Ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, la libéralisation de l'artiste, c'est-à-dire la manière de pouvoir agir et de pouvoir créer en dehors du système corporatif, est tout à fait majeure dans l'histoire des artistes. Et c'est à ce moment-là que le terme apparaît, le terme artiste et le terme beaux-arts. Beaux-arts signifiant d'ailleurs l'ensemble des domaines pratiqués par les artistes, donc l'architecture, la gravure et la peinture. Or, c'est vraiment la période où la franc-maçonnerie se développe. C'est ça la question que j'allais vous poser. En fait, on sait que la franc-maçonnerie apparaît dans sa forme spéculative au XVIIIe siècle. Donc il y a concomitance entre émergence des loges maçonniques et émergence de ces artistes d'un type nouveau qui sont dégagés des influences corporatistes. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes dans les loges maçonniques de l'époque? Et puis est-ce que ces artistes sont inspirés par les légendes, la symbolique maçonnique? Il y a beaucoup d'artistes. C'est d'ailleurs par cet étonnement que j'ai eu il y a quelques années en travaillant dans le cadre de ma thèse de doctorat, de voir que de très nombreux artistes de la fin du XVIIIe étaient affiliés aux loges maçonniques. Et à partir de là, je me suis dit, mais quel est le lien? Pourquoi? Et je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a à la fois le fait que l'artiste étant libéré des corporations, c'est vraisemblablement très positif selon les avis de l'époque, mais c'est en même temps alors une libération et il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus de lieu où ils peuvent se rencontrer. Et comme il n'y a pas encore d'association artistique moderne, la franc-maçonnerie va vraiment être un lieu où les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les architectes vont rencontrer des amateurs et vont pouvoir, c'est ça qui est intéressant, travailler d'une manière plus spéculative sur les outils que la journée, ils utilisent d'une manière tout à fait opérative. Prenons l'architecte qui utilise son équerre, son compas la journée professionnellement et lorsqu'il va en loge, il peut réfléchir comme un outil symbolique. Et à partir de là, je pense aussi que la franc-maçonnerie a eu besoin de ces artistes parce que, de fait, la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui se rencontrent dans un lieu pour le perfectionnement de l'humain et pour l'amélioration de l'humanité. Mais pour cela,
il faut évidemment un lieu, donc un temple, une architecture. Il faut également des tapis de loge, des bijoux de loge. Il faut éventuellement faire des portraits, avoir des peintures murales, des bustes, des peintures, des diplômes gravés. Bref, les artistes vont également pouvoir s'exprimer au sein de la franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas pour cela, évidemment, qu'il y a un lien naturel. Ce n'est pas du tout l'idée que l'ensemble des artistes ont besoin de la franc-maçonnerie et s'y font affilier. C'est donc pas un lien, je dirais, de nature, mais il y a une proximité, il y a une rencontre qui se fait au XVIIIe, qui va perdurer tout au long du XIXe, avec des artistes assez connus. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, il y a des gens comme Victor Horta, J'allais Félicien justement Rops. vous poser la question, est-ce que dans l'ouvrage, on parle de personnalités très connues sur le plan artistique, et en particulier sur le plan des beaux-arts en Belgique? Vous venez de citer le nom de Victor Horta. Y en a-t-il d'autres? Il me semble qu'on a vu tout à l'heure une image représentant un tableau de Rops. Est-ce que Rops était affilié? Tout à fait. Félicien Rops, Victor Horta, des artistes connus à l'époque au 19e comme Mathieu Ignace Van Bree. Donc il y a un ensemble d'artistes connus ou moins connus. Et l'idée a été dès le départ ici dans l'ouvrage de pouvoir créer un dialogue entre ces artistes, je veux dire dans une perspective historique et d'historiens de l'art, et également des artistes contemporains qui ont accepté ici de venir parler des artistes francs-maçons et parler peut-être parfois mieux que certains scientifiques parce qu'ils ont un vécu de ces liens éventuels ou pas entre franc-maçonnerie et beaux-arts. Et c'est ce dialogue qu'on a voulu dès le départ entre scientifiques et artistes contemporains dans une perspective historique et contemporaine. Est-ce qu'on retrouve dans les compositions de ces grands artistes que vous évoquez, ou de ces artistes plus secondaires, est-ce qu'on retrouve dans leurs compositions des thèmes, des images, des symboles propres à la réalité maçonnique? Est-ce que, par exemple, dans les constructions de Victor Horta, se retrouvent parfois l'équerre, le compas, enfin différents symboles qui sont propres au rituel maçonnique? Certains symboles peuvent apparaître, y compris dans des... Ce n'est pas absolument automatique ni général. Ce n'est absolument pas automatique ni général, et je pense que c'est un des cas très particuliers. Et d'ailleurs, il faut être très précautionneux parce que ce n'est pas non plus parce qu'il y a des équerres et des compas que même un maçon qui s'exprimerait en tant qu'artiste veut créer un lien symbolique avec la pratique de la franc-maçonnerie. Un bel exemple, c'est une des cartes de visite de Mathieu Ignace Van Bree qui est publiée dans l'ouvrage. C'est sa carte de visite des années 1820 dans laquelle on voit des équerres, des compas. Mais il est peintre, il est architecte, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il a voulu exprimer son affiliation maçonnique ou simplement le fait qu'il pratique les beaux-arts et qu'il utilise donc ces outils? Donc je crois qu'il y a toujours un double discours et c'est justement cette richesse qui est intéressante. Pourtant, lorsqu'il est anobli, Victor Horta reçoit du palais l'invitation à composer son blason. Oui. Et dans ce blason, on retrouve, peut-être de façon plus ou moins indirecte, mais on retrouve quelques-uns des symboles maçonniques. Absolument, c'est le même phénomène que la carte de visite de Van Bree. Victor Horta, baron Victor Horta, utilise dans son blason aussi des symboles qui sont d'appartenance maçonnique. De là, évidemment, à savoir si il a voulu explicitement l'exprimer ou marquer en cela la présence d'instruments importants dans le cadre de sa profession. C'est pour ça aussi qu'on a voulu, dans l'ouvrage, avoir des témoignages d'artistes contemporains, parce qu'évidemment, on ne peut plus interroger Victor Horta, mais on peut demander aussi à des artistes contemporains si réellement la pratique maçonnique les influence et si lorsque l'on voit éventuellement ou que les historiens de l'art voient des symboles maçonniques dans leurs ouvrages, est-ce qu'il y a véritablement un lien de nature ou bien c'est simplement une citation qui est tout à fait indépendante? Et là, c'est extrêmement intéressant de voir que l'engagement maçonnique est très profond généralement et que c'est plus évidemment intérieur, c'est beaucoup plus dans la pratique même de cet engagement de fraternité, de perfectionnement que ça va avoir une influence sur son œuvre. Eh bien, merci Christophe Loire pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez imaginé et dirigé un numéro de la revue La Pensée et les Hommes intitulé Franc-maçonnerie et Beaux-Arts. C'est exactement le numéro 62-63 qui vient de paraître et on peut s'adresser à nous au bureau pour se le procurer, bien évidemment. Mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.